j'avais commencé à mettre du petit bois. Là, il y a eu un bain de garance ce matin. Mais on a sorti plusieurs trucs, donc il n'y avait plus beaucoup de garance dans le bain. On a rajouté des fleurs de coréopsis là-dessus. Et comme il n'y en avait plus trop, on a rajouté dans le bain des fleurs de coréopsis, de cosmos sulfureux, pardon. Et ça fait plus un ton orangé jaune, voilà. Et là, c'est super marron, regarde. Alors qu'elle était blanche au départ. Oui, et toute la laine que vous avez fait, c'est en teinture? Oui, alors on a fait plusieurs plantes différentes. Celles que vous voyez qui sont plutôt orange ou rouge là, c'est avec de la racine d'une plante qui s'appelle la garance. C'est beaucoup mieux que nous. On met des fleurs, des feuilles sur une planche. Après on met un tissu dessus et après on tape avec le maillet et après on trempe 4 minutes dans l'eau de rouille. Voilà, alors il y a une petite fille qui est près de la rivière là et puis qui est en train de rincer son tissu. Tu le rattrapes, le fais partir. Je m'appelle Jean Fray, j'ai suivi des études d'ingénieur de par un peu la pression sociale et familiale. J'ai toujours été attiré par certaines compréhensions du monde, donc du coup j'ai fait des études d'ingénieur chimique. J'ai trouvé un poste dans l'industrie pharmaceutique et j'ai été très heurté par l'aspect hiérarchique du monde professionnel. J'ai ressenti beaucoup de frustration de par l'exigence de performance économique. J'ai eu la chance d'être embauché en contrat déterminé plutôt. Et ce qui m'a permis d'avoir des périodes de vacances, elles m'ont permis de faire le chemin de Compostelle. Et ça m'a apporté vraiment une confiance en soi du fait que plein de chemins étaient possibles, que pas seul le modèle présenté par la société était obligatoire, de réaliser que ce qui me convenait c'était un retour au sens pratique de la terre, de pouvoir se nourrir soi-même. Au début je connaissais pas trop le monde agricole, j'ai rejoint une ferme dans le Gers où on était 3 associés et là j'ai pu vraiment prendre contact avec le monde agricole, sa dure réalité, parce que c'était une ferme qui avait vraiment le souci d'être en biologique, mais qui voulait créer un modèle concurrent économiquement avec le modèle capitaliste. On devait travailler beaucoup plus pour avoir un revenu très médiocre. D'autre part, le relationnel avec les associés ont fait que j'ai pas pu persister plus de 3 ans dans cette ferme. Ce qui m'a mené à penser que peut-être c'était un peu précipité de vouloir créer des collectifs en dehors de la société. J'ai commencé à me dire plus, ok, le chemin est de travailler sur soi, en résolvant des choses en moi, cela débloquera des choses autour de moi. Et oui, on ne peut pas faire les choses seul. Et donc du coup, avec ces deux notions-là, essayer de trouver un projet en harmonie avec la nature qui permet d'ouvrir un espace où la symbiose est expérimentable avec la nature et partageable avec d'autres. D'où cette opportunité qui m'a été offerte de pouvoir acquérir ce terrain à Los Mazos pour y faire un jardin forestier qui est, de mon expérience, le modèle agricole, entre guillemets, le plus productif par unité de surface. Et donc le plus à même de nourrir l'ensemble de la population et de recréer cette abondance qui naît de la symbiose de l'homme avec sa nature, la nature, et ainsi se libérer du schéma capitaliste. Voilà. J'ai commencé dans les vignes. En fait, je suis murailler, je fais des murs en pierre sèche normalement. Là, je fais un sol en pierre sèche. Et en fait, à cette époque-là, j'étais en école d'architecture. Donc déjà intéressé par la construction, par tout ce qui se bâtit en général. Et en fait, quand j'ai découvert la pierre sèche, j'ai abandonné l'architecture.
parce qu'il y avait un système élémentaire dans le bâti, c'est-à-dire que juste tu prends une pierre et tu la poses et tu construis comme ça. Et ça, c'est un truc que je recherchais déjà à l'école d'architecture. En parallèle, je bossais pas mal aussi dans des entreprises de béton, de bardage métallique, mais pas très satisfait. Pour pouvoir bâtir, on n'a pas besoin forcément de parpaing pour faire des murs, de couler du béton pour faire des dalles. Du coup, je me suis lancé dans la pierre. Au-delà du contact et de la matière et du fait de travailler avec ses mains, parce que ça aussi, j'en pouvais plus de travailler dans les bureaux. Il y a aussi un peu une notion éthique, on va dire. Je sais pas. Tout ça s'était écroulé. Du coup, ils ont tout rebâti. Ils ont tout reconstruit, donc avec les pierres qu'il y avait ici. Et en fait, il leur restait tout ce tas de pierres dehors. Là, ils voulaient une belle terrasse. Donc au départ, c'était béton. Bon, en béton, c'est galère parce que ici, l'accès est difficile. Et voilà, ils m'ont demandé si c'était possible de faire une terrasse avec ça. Je leur ai dit oui. C'est dommage de prendre tous les cailloux qui sont ici, les charger dans un camion, de les amener, je sais pas où, à la déchetterie ou dans un concasseur, etc. Pour faire ensuite venir du béton, du machin. Enfin, tu vois, je pense que c'est ça un peu le plus dur, c'est de savoir qu'il y a des gens qui font ça en fait. De savoir que c'est possible et aussi que c'est pas trop cher. Que c'est pas plus cher que du béton. Même parfois ça peut être moins cher du coup. Surtout dans les accès comme ça, très difficiles. Donc là par exemple j'utilise juste le sable du terrain que j'ai mélangé avec un petit peu de chaux pour faire le lit. Donc je l'ai tamisé en fait et puis je le réutilise avec un petit peu de chaux. Tout est posé à sec. Et le principe c'est que les pierres sont serrées entre elles, comme dans un mur en fait. Donc on les pose, on les pose dans ce sens-là, comme ça au moins elles plongent un maximum. C'est-à-dire qu'on va pas les mettre toutes en fil, on va à chaque fois les décaler en quinconce. Et il faut forcer, il faut mettre des coins. Après, une fois qu'on a bâti qu'on a bâti toutes les grosses, elles tiennent déjà suffisamment entre elles. Et à la fin, le joint, sur tous les trous qui restent, je mets du sable chaud que je remplis au balai à sec et après je mouille. Voilà. Les pierres qui sont noires comme ça, il y en a d'autres qui sont rouges. Elle est superbe, c'est la première que j'ai. Au plus il y a de pierres, au mieux c'est. Pierre et peut-être j'aimerais arriver à la terre aussi. On trouve plein de maisons où ils bâtissaient en pierre et au milieu c'était de la terre. Et ça c'est un truc que j'aimerais bien réexpérimenter. Bonjour et bienvenue. Je sais pas si tu vas me croire, mais au départ, je devais faire une maison phénix. Et en fait, ils m'ont redonné le projet au bout de 5 mois ou 6 mois en me disant on ne construit pas ici parce que c'est un terrain qu'on doit décaisser. Ils ne savaient pas sur quoi ils allaient tomber. Donc, ils m'ont rendu le bébé en me disant on ne construit pas. Donc là, j'étais un petit peu dans l'urgence parce que moi, j'avais déjà un loyer à Argelès. Et je venais d'acheter le terrain, donc fallait que je me dépêche quand même. Et Jean-François m'a dit, écoute, moi je me sens bien de faire ta maison. Et donc il s'est proposé bien gentiment. Ça nous a pris 18 mois, étalé sur 2 ans. Donc ce qui est rien, moi il y a des jours je disais, oh là là, mais ça n'avance pas. Puis au bout des 2 ans, on a dit, oh, mais regarde ce qu'on a construit à 2, parce il a commencé tout seul. Et après, il y a eu un ami qui est venu nous aider pendant 4 mois. Et moi, j'ai pris 2 mois sans solde et comme j'ai presque 2 mois de vacances, ça m'a fait aussi 4 mois. Alors, quand je dis 18 mois, c'est vraiment lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le jour et la nuit, parce qu'il faut penser aussi la nuit. Je pense qu'on rêvait de la maison, il y avait des solutions qui naissaient dès le matin. Ah bah oui, tiens, j'ai compris, j'ai trouvé comment on allait faire. Donc, le rez-de-chaussée est constitué d'une ossature bois, de poutres porteuses, et qu'on a comblé après avec des bottes de paille. Donc au rez-de-chaussée, c'est que des bottes de paille. Et à l'étage, par contre, on s'est fait livrer des grands panneaux de bois comme ça. Donc il y en a 7 différents, avec un bardage bois extérieur. Alors là, nous avons des cloisons qui ont été faites avec des palettes qu'on a mis sur champ et sur lesquelles on a agrafé des canisses. Et après, on a mis des copeaux de liège qu'on a broyés et pour faire l'isolation. Donc on a essayé de faire un maximum de récupération. Donc la terre, c'est la terre du jardin. On a dû la mélanger avec un petit peu d'argile et de la paille. Voilà, la paille elle vient du village à côté. Alors l'escalier, c'est vraiment la pièce maîtresse de la maison. Je l'adore. On l'a fait faire par des compagnons. Ils ont fait que le limon central et nous on a fait les marches avec toujours pareil le même bois de la terrasse qu'on a récupéré.
Et c'est les seuls qui m'ont proposé quelque chose sans barre de renfort ici. Et ils ont fait une grande platine très large en bas. Et comme l'escalier est apposé en haut, ben, il tient tout seul, quoi. Citron gingembre. Bientôt le citron du jardin. Alors l'été, si je gère bien les volets roulants le matin, etc., je ne monte pas à plus de 28 degrés, 29 voilà. Et pour donner à peu près une ordre d'idée, le voisin, lui, il est à 33 quand moi je suis à 28. Et l'hiver, même si je reste absente une semaine, quand je rentre, donc il n'y a pas eu de chauffage, rien du tout, parce qu'il n'y a pas du tout de chauffage électrique dans la maison, on ne descend pas en dessous de 17 degrés. Donc c'est quand même très confortable. À l'année, je ne consomme pas plus de 400-500 euros entre l'électricité et le bois, puisque le bois, j'essaye de le récupérer. Et avec les moins de 2 stères de bois par an, ça me fait très très peu de coûts, de budget. J'adore, c'est un lieu de vie, c'est un cocon. Moi j'appelle la chrysalide, c'est pas pour rien, parce que c'est une atmosphère complètement atypique. Il y a une clarté, il y a un calme, on écoute le silence, on est capable d'écouter le silence alors que je suis en plein village, quoi. Et donc en fait cette maison, ça a été une expérience un peu extraordinaire. Moi Jean-Michel Joffre, je suis un technicien à l'origine, donc électromécanicien, électrotechnicien. Depuis 1990, donc, je cultive cette terre en agriculture biologique. Et avec ce deuxième tracteur, c'est un deuxième tracteur que depuis que je cultive, depuis 1990, j'ai décidé de transformer un petit peu la carburation et surtout les rejets qu'il peut redonner dans l'air. Donc dans un premier temps, ça a été le système Pantone. C'est un système qui permet de réchauffer un réservoir d'eau. Et une fois que cette eau est bien réchauffée, le moteur, ici, l'absorbe dans son ambition. Ici, c'est la vidange du réservoir. Hein, voilà. Là, à l'intérieur, il y a un réacteur. Donc, il faudra voir sur Internet le système Pantone. Il y a un réacteur qui est construit d'une certaine façon. Hein, de façon que cette eau-là, là-dedans, elle va passer à travers une buse calibrée très précisément. C'est le moteur, quand il va aspirer dans sa chambre d'admission de l'air, qui va aspirer automatiquement cette vapeur d'eau. C'est ce qui fait le combustible, qui va faire un deuxième combustible. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça va être un air qui va être très riche en hydrogène, et donc ben, lui, il va le prendre au passage. Alors moi, j'ai construit ça, cette partie-là, en inox, donc avec quelqu'un qui s'est soudé, parce que bon, il faut faire toutes ces soudures en inox. Le réacteur, ça prend une petite journée, hein, et puis faire la boîte, encore une bonne après-midi, on peut dire que sur 2-3 jours, ça se fait, quoi. Et après, moi, je suis passé carrément à l'huile de friture, récupérée, filtrée, justement, par roulement, là, c'est son roulement à frites. Et donc, dans ce réservoir, où d'habitude on met le gasoil, mais là, maintenant, on met de l'huile. Donc, on finit à faire pratiquement avec 70% d'huile et 30%, c'est de la vapeur d'eau qui se transforme. Voilà, ce qui est important dans ma recherche, c'est que dans le cadre de cette économie circulaire, rien ne se perd. L'huile est récupérée, c'est une huile végétale qui a été... une culture végétale qui a été produite, au lieu d'être jetée, elle est récupérée, elle vient dans la combustion. L'eau, si on pousse loin, ça peut être de l'eau de pluie, et voilà. Et on va recultiver de nouveau des légumes, et on va refaire des cultures végétales avec un produit qui était déjà dans le circuit de consommation et qui est recyclé. Et là, il y a quelques expériences qui sont lancées de champignonnières, voilà. Donc là, avec du marc de café colonisé par du champignon de pleurote. Alors le marc de café a été pasteurisé, c'est-à-dire on l'a fait passer à travers un filtre en température. On a mis le champignon à l'intérieur et des fois on a fait une expérience là, mélangée avec de la paille, ici. Donc là c'est marc de café champignon, là c'est marc de café et la paille, et là c'est paille toute seule avec le champignon. Mais sinon c'est dans l'obscurité totale pendant 3 semaines, donc dans cette cave. Et au bout d'un moment on va faire entrer un petit peu de lumière, et pendant 3 semaines il y aura la fructification. Donc les champignons, ici on va percer les sacs là, et les champignons, quand tous les sacs seront blancs, bien colonisés, les champignons vont sortir, et donc voilà, on va cueillir le champignon à travers ça. Pour le champignon c'est 16 jusqu'à 25 degrés, voilà, hein, et une hygrométrie qui approche les 70%. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut se rapprocher du milieu de la forêt, hein, il faut se mettre dans les situations où en automne on a ça en fait. Hein. Et on a le petit Siam hein, qui nous accompagne. Ah, ça c'est un copain, hein, c'est vraiment un copain. Hein. Voilà. Je suis
suis Laurette Chinel et je fais partie donc de Chinook Création, des créations de vêtements faits à partir de vêtements existants. Je travaille en collaboration avec ma maman, Agnès Chinel. Il faut savoir que moi je suis animatrice à la base. Voilà, je faisais des ateliers de cuisine pour les enfants. Et j'avais envie un petit peu de changer de profession. Et donc il y a 2 ans, avec ma maman, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà, elle étant couturière de métier, on a décidé en fait de donner une deuxième chance à des vêtements qui étaient délaissés, mis de côté. Donc on a un petit peu commencé comme ça, en s'installant une petite machine à coudre dans le salon. Et puis on a commencé à présenter ça à notre réseau de copines. Voilà, et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ça avait un certain succès. L'idée de recycler des vêtements, ça touche beaucoup les gens, enfin pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à prendre conscience que voilà, on est dans une mode du jetable, de la consommation excessive et qu'il faudrait peut-être commencer à réfléchir à tout ça. Et puis après, au niveau des créations, c'est vraiment au feeling. C'est-à-dire qu'on compose en fonction de ce qu'on vous donne. Voilà, et ça permet une grande créativité parce qu'en fait, c'est jamais la même chose. Et du coup, toi, Flore, c'est en intérieur ou en extérieur le marché là que tu fais C'est en extérieur. Ah ouais, c'est en extérieur. C'est posé la question au printemps l'année dernière, donc 2016, d'un local. Le hasard a bien fait les choses. On a rencontré Flore Laporte, qui est créatrice de la marque Where is my Young, et Mélanie Fisterol, qui est architecte. Parce que j'ai toujours vu ma grand-mère coudre. Et donc, il y avait toujours plein de chutes. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais concrétisé, on va dire. Les beaux-arts, c'était intéressant. C'est une ouverture, une curiosité, c'est une formation, mais qui t'amène où tu veux, en fait. Ouais, il y a 3 ans, j'ai décidé de vraiment me lancer. Et donc, de là est née l'idée de l'association El Quadrat. Donc, du coup, c'est un vieux pouf dans lequel je vais sauver un peu le cuir. Donc, du coup, je l'aime bien parce que justement, j'aime les choses qui ont de la patine, en fait. Mon gabarit du porte-carte. Et je vais le tracer sur la peau pour la découper. Ça va, passe un bon week-end. Bon, d'abord de quitter Paris en 89. Et là, je m'étais installée en pleine nature au Valais de Spire, dans un mas. Disons qu'à l'âge de 61 ans, j'ai pris conscience que je ne pourrais pas y vieillir seule parce que c'était quand même trop isolé. Il n'y avait pas l'eau potable de la ville, il fallait nettoyer les sources, il y avait quand même des charges assez lourdes à assumer. Donc j'ai souhaité trouver un lieu un peu plus proche de la civilisation et des commodités, on va dire. Et voilà, et c'est le terrain de Prades qui a été élu et c'est donc sur Prades que j'ai fait construire ce qui a été au départ, la première maison écologique du département. Et elle n'a pas été la première terminée parce que ça n'a pas été une histoire facile, mais elle a été la première commencée, on va dire. J'ai commencé à l'envisager en 1997, c'était pas encore comme maintenant, il n'y en avait pas des masses. Donc pour trouver un entrepreneur qui veuille bien construire ce genre de maison, ça a été très difficile. La construction qui devait durer 5, 6, 8 mois, 2 ans après, je m'y suis installée en squattant, mais je n'ai eu vraiment le certificat de fin de travaux 4 ans après. On était dans des maisons de location X et Y. Bon, au bout d'un moment, on a eu une maison à nous, mais ça ne remplissait pas notre besoin
d'espace, d'autonomie. C'est un terme qui était très fort pour nous, hein, c'est-à-dire le jardin, la gestion de l'eau, éventuellement l'énergie, etc. Puis après un voyage en Argentine où on a dormi dans une maison en terre et on a senti l'atmosphère et on s'est dit c'est ça qu'il faut, quoi. Le chantier, on a tout construit nous-mêmes, mais on a embauché. C'était le deuxième chantier, on savait très bien que l'énergie et la motivation est une denrée rare qu'il faut préserver et cultiver. Donc on a embauché dans les postes de travail qui étaient soit que vous ne savez pas faire, comme la charpente, soit qui étaient très longs et qui te bouffent de l'énergie et de la motivation pour rien. C'est une maison qu'on a construite rapidement, il y a plein d'imperfections, mais voilà, par rapport à la gestion de notre motivation, de notre énergie, et voilà, c'était le bon timing. Et voilà, donc l'autonomie, c'était peut-être poussé par un désir d'altérité et d'expérience alternative, et de prouver que quelque chose était possible autrement que ce qu'on nous bassinait, où on nous poussait de façon assez ostentatoire dans notre société. Ce désir d'autonomie, il est un peu passé, parce que l'autonomie, il faut le jardin, la bouffe, faire son pain, etc. Tout ça c'est très énergivore, et finalement, si c'est pas fait en collectif, ça te coupe complètement des autres. Donc, moi je pense que l'autonomie à plusieurs, ça peut être jouable, mais sinon il faut garder ce volet social qui est très important à mon avis. Pour moi en tout cas. De partager, d'échanger, de construire avec les autres, etc. Voilà, surtout que maintenant, on a commencé cette maison à deux, et puis maintenant je suis tout seul, quoi. C'est une maison qui doit accueillir, puisque on avait prévu beaucoup de place pour pouvoir, ne serait-ce que pour des fêtes, c'est quelque chose de très important, les fêtes. On a fait une énorme fête ici, et des très belles fêtes. Ensuite, accueillir des gens qui avaient besoin de lieux pour se poser après des accidents familiaux, comme des divorces, etc. Donc ça, c'était un peu le dada de ma femme. Moi, c'était plus un projet touristique, et faire un espèce de tout compris qui a du sens. Du coup, là, il reste une chose, c'est que pour moi, c'est que ce lieu doit être un lieu d'accueil. Quand ça a démarré, voilà, avec Roger, on habitait depuis 2 ou 3 ans à Prades, et les enfants étaient grands, ils étaient partis de la maison, je veux dire, et donc l'idée c'était d'acheter un terrain pour être chez soi. Pour Roger, c'était clair. D'abord, pour moi, c'est la construction écologique qui m'intéresse. Après, le côté habitat participatif, c'est le fait d'avoir rencontré Marie. Mais le gros projet, moi, c'est la maison à paille qui m'intéresse au départ, quoi. Et on en a parlé à des copains de copains. Et grosso modo, on a démarré un groupe avec des gens qui étaient pas dans une solution d'habitat durable pour eux. Voilà, parce qu'en fait, c'était pas forcément l'habitat participatif qu'ils cherchaient, mais ils cherchaient quelque chose d'autre. Alors ça leur a donné l'occasion de maturer à chacun, mûrir son projet d'habitat. Et donc le groupe s'est fait, c'est défait, c'est refait. Le groupe a démarré en 2009 et on est en 2017 quand même, hein. Nous, là, pour le coup, on est champion de la lenteur. Là, c'est vraiment de la slow construction building. Si on rencontre pas des gens qui sont séduits par cette idée d'un lieu ouvert à soutenir, on partira sur de la location bête et méchante. Et peut-être que c'est comme ça que ça va se passer. Des gens qui ne sont pas convaincus de leur capacité de co-porter un projet, mais qui veulent tester. Et après, ça peut se transformer, se solidifier ou se diversifier. Voilà. Là, on est moins confiant, c'est sur les financements, parce que ça bloque un peu, mais il y a toujours eu de quoi avancer, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête là, quoi. Mais je suis motivé pour le finir. Même que c'est des heures, ça, je m'en fous, j'ai envie de le finir pour voir. Parce qu'en fait, en même temps, je valide un procédé là-dedans pour l'électrosensibilité. Donc 2 des appartements sont faits pour des électrosensibles. J'essaie de mettre une technique au point pour voir si ça marche. De quoi ? Victor Hugo, qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui? Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de vent, là. Hein. Pas trop de vent, hein. Parce que... quand on aura mis la terre, tu sais, s'il pleut un peu dessus... Il y a 2 choses qui nous mettent... c'est pas du baume au cœur, mais c'est... qui nous font passer des jours de vacances, c'est les journées portes ouvertes et les chantiers participatifs.
du coup, on devient important aux yeux d'autres personnes qui reconnaissent que finalement ce qu'on fait, c'est sympa et qui veulent bien y participer. Et on a besoin de ce retour aussi. Et c'est comme s'il y avait des petits anges qui volaient autour de nous. Et en train d'arroser, de faire pousser. Voilà quoi. Ça fait industrieux, ça fait un peu comme une ruche et c'est pas mal quoi. Je travaillais dans les chevaux avant. J'étais monitrice d'équitation. J'avais envie d'avoir ma propre ferme, mes chevaux, pour faire des balades, des compétitions. Donc j'étais à fond. Sauf que j'ai perdu un peu ma passion en travaillant là-dedans. Parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Et du coup, j'ai essayé de me réorienter, de trouver quelque chose qui me plaisait un peu plus. Et j'ai commencé à faire du woofing dans l'Hérault. Et puis je suis partie faire du woofing au Québec, chez Jean-Martin Fortier. Et du coup, je me suis dit que c'était possible de vivre de l'agriculture biologique. Je me suis inscrite au BPREA à Montpellier, c'est le brevet professionnel pour être responsable d'exploitation agricole. J'ai fini la formation en décembre 2014. En avril 2015, j'ai créé mon entreprise. J'ai commencé à commercialiser avec la MAP du Conflent le 2 juillet 2015 et depuis, c'est quasiment non-stop. Donc avant, j'étais enseignante à Roubaix, dans le Nord. Et donc j'habitais dans une ville à côté. Et à la retraite, j'avais décidé de changer de vie, grâce à Julie, qui voulait aussi faire du maraîchage. Donc j'ai dit, je vais venir l'aider. C'est d'ailleurs ma mère qui a trouvé la maison en location ici. Moi, je cherchais un terrain pour commencer à cultiver. Et puis avec la maison, il y avait ces 2300 mètres carrés. Et je me suis dit, allez, je vais commencer, quoi. Ma petite fille était installée déjà. Et mon mari est décédé. Donc je ne pouvais pas rester toute seule. J'ai dit, bon, on va aller aider Julie. Du coup, ma grand-mère, 95 ans, ma mère, 65, et puis moi, 30 ans passés. J'en ai pas mis, là. Je vais regarder. Oh. Moi, je ne sais plus où je suis. Tu t'es arrêtée là, il y en a une. Il faut qu'on en remette encore 2. Mais moi, je m'étais toujours dit que ma mère, elle irait jamais en maison de retraite, donc je m'étais toujours dit qu'elle serait avec moi, et c'est vrai que du coup, d'avoir trouvé ce métier-là, c'était super, parce que on peut rester à la maison aussi, et puis participer jusqu'à 95 ans et plus encore. J'ai pas encore 95 ans. T'as pas encore, tu te dis tous les jours que t'as 95 ans. Plus qu'un métier, être maraîcher, c'est aussi un style de vie. Et vraiment le plaisir de travailler la terre, de voir pousser une petite graine microscopique presque. Et puis de voir qu'à la fin, ça fait des plantes, des fruits, que les gens sont heureux de manger et que sont en bonne santé. Ça fait plaisir. Donc du coup, moi, je me sens bien en faisant ça. Et je me vois plus faire autre chose. C'est du bio, alors donc on a quand même l'impression d'ajouter sa touche à la... sa touche à quoi de faire quelque chose pour l'humanité en fait, en préservant l'environnement. L'idéal, ce serait de pouvoir faire mon propre compost, donc pour ça il faut des animaux aussi. Donc là en ce moment j'ai des poules, mais je n'ai pas beaucoup, j'en ai 15. Donc avoir ma ferme, ça me permettrait d'être pas en autarcie, parce qu'on a toujours besoin des autres aussi, mais plutôt viser l'autosuffisance. Voilà. En fait, je travaille dans l'industrie, même l'industrie nucléaire. J'ai été viré à perte et fracas et j'ai même poursuivi mon employeur en prud'homme. Et à partir de là, j'ai décidé de faire une retour aux sources. À cette époque-là, j'avais, je me souviens, de 24-25 ans, je pense, tout comme ça. Ouais. J'ai rencontré donc un espace là, à l'est, dans le Gard, qui s'appelait un centre écologique européen. Et j'ai fait mon expérience de retour dans la forêt pendant 2 ans. Donc voilà, j'ai vécu là-bas une caravane que j'avais adaptée. J'avais installé un petit poêle à bois à l'intérieur, là, et pour quand même bien passer l'hiver au chaud. Et j'ai cultivé mon jardin, et voilà. Et j'en ai retiré une force tranquille, c'est-à-dire apprendre à survivre, aussi bien l'hiver, parce que j'ai quand même eu 2 hivers avec de la neige là-bas, dans cet endroit-là, à faire son feu, à se débrouiller, à essayer de s'assumer, et à essayer de faire un jardin comme j'ai pu, en fait. Voilà. Et l'expérience que j'en tire aussi, parce que c'était une solitude aussi quand même, donc c'est l'expérience d'apprendre à vivre sur soi-même, donc
à ne pas compter sur les autres. Il y avait une petite cascade même, c'était intéressant parce que j'allais me baigner sur la cascade sur le coup du midi. J'attendais le moment où il faisait le plus chaud pour y aller, quoi. C'était une expérience un peu de yogi, quoi, hein, si on peut dire. Hein. Et ce que j'en ressors, c'est qu'on apprend à vivre plus simplement, qu'on apprend à quitter un peu cette société de consommation et qu'on revient aux valeurs essentielles. On comprend ce que c'est que l'entraide, on comprend ce que c'est que le rapport à la nature, le rapport à des valeurs très simples en fait. Voilà. Se chauffer, faire son feu, aller chercher l'eau, se faire sa cuisine, voilà, apprendre à se débrouiller seul, à dépasser ses peurs aussi, quand la nuit il y a des sangliers qui viennent tourner autour de la caravane et que mais voilà, on est seul, et bien, il faut dépasser ses propres peurs. Voilà. Et là, j'ai une petite pensée pour ma grand-mère parce que j'ai toujours vu ma grand-mère faire ça. Elle avait sa petite bassine dans l'évier et puis quand elle se lavait les mains ou quand elle faisait un brin de vaisselle, et ben, l'eau tombait dans la bassine au lieu d'être évacuée n'importe où. Et après, j'arrose les plantes avec ça et j'ai des belles fleurs dans mon jardin. Voilà. Alors après, au niveau des confitures, j'ai pris l'habitude de les faire dans des petits pots. Parce que l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre beaucoup de sucre, parce que le sucre, en fait, c'est simplement pour la conservation. Et un petit pot comme ça de confiture maison, c'est mangé très rapidement. Donc, quand on fait les confitures, on ne met plus que 30% de sucre, ça suffit largement, et le fruit est d'autant plus meilleur, et la confiture aussi. Autre petit détail, le temps que l'eau de la douche chauffe, c'est souvent de l'eau qui est perdue, et moi, je la récupère dans un petit arrosoir. Et une fois l'arrosoir plein, j'arrose toutes les belles plantes qu'il y a à la maison.